Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo de l'espace de réflexion éthique de Normandie qui vise à recueillir des témoignages et des réflexions éthiques sur le déroulement de la crise de la Covid et plus particulièrement cette fois-ci sur les politiques de dépistage de la Covid. Nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Grandazzi qui nous apportera un point de vue sociologique sur cette question. Depuis l'apparition de notre note sur le dépistage de la Covid, le test de dépistage est plus accessible. Nous voyons par exemple des sessions de dépistage s'organiser sur le territoire. Est-ce que ces pratiques posent de nouveaux enjeux éthiques ? Alors, la politique mise en place est proposée par le Conseil scientifique est tout à fait pertinente, puisqu'il s'agit à la fois de tester, de tracer et d'isoler les personnes. Donc il y a un triptyque qui a été mis en place, qui sur le papier et d'un point de vue théorique est assez pertinent et très logique, mais malheureusement dont on voit bien qu'il pose des problèmes au niveau de son application sur le terrain, puisque finalement les tests aujourd'hui, même s'ils ont été très augmentés en nombre journalier de tests réalisés, posent beaucoup de problèmes en termes de durée d'obtention des résultats. Les délais s'allongent, du coup ça crée un certain nombre de problèmes. Le fait qu'on est rentré dans une logique de dépistage de masse aujourd'hui où tout le monde peut avoir accès à un test, mais en même temps les personnes qui en auraient le plus besoin de ce fait doivent attendre et ne sont pas considérées toujours comme prioritaires, etc. Donc ça commence à créer aussi des tensions sur le terrain, et on voit bien ce qui remonte des laboratoires qui sont mis en place, des centres de tests, de centres de prélèvement, qu'il y a beaucoup de tensions de la part des gens qui se voient refuser le test ou qui voient les délais d'attente s'allonger, etc. Donc là, il y a un problème, je dirais, qui est plus un problème organisationnel qu'autre chose. D'ouverture de ces tests à la population générale, ça pose des problèmes. Alors qu'effectivement, dans les consignes, c'est plutôt l'idée, ce serait plutôt quand même de prioriser certaines catégories de population plutôt que d'ouvrir ça à l'ensemble de la population. Donc il y a un premier problème, c'est que sur la réalisation des tests, sans parler éventuellement des problèmes plus techniques des tests, sur la spécificité, sensibilité, etc. Mais déjà, sur la mise en place, c'est compliqué. On voit bien que c'est très compliqué à mettre en place. Deuxième aspect, la traçabilité. Là, on voit que ça ne marche pas très bien non plus, la traçabilité. Notamment un aspect qui pourrait permettre d'améliorer cette traçabilité, c'est le recours à l'application Stop Covid, dont on voit bien qu'elle est peu utilisée par les Français. Donc là, il y a sûrement un gros travail de communication à faire pour que cette application soit utilisée, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et donc, ça limite forcément la traçabilité des personnes positives. On voit bien aussi les problèmes qui se sont posés lors de la rentrée scolaire, parce que finalement la peur du virus entraîne une situation où c'est aussi une situation de peur de l'autre. Et donc dès qu'un enfant présente des symptômes, on demande aux parents de venir le chercher. Enfin, ça crée des situations qui sont à peu près ingérables. Une traçabilité déficiente, et puis enfin l'isolement. L'isolement, on voit bien aussi que c'est là encore très compliqué à mettre en œuvre. Donc encore une fois, c'est très joli et très bien sur le papier, mais quand il s'agit de mettre en œuvre ces dispositions-là, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, les dernières consignes élaborées par le Conseil scientifique visent à réduire la durée de l'isolement à 7 jours au lieu de 14, par rapport aux données scientifiques dont on dispose. À prôner plutôt que la contrainte et des mesures vraiment contraignantes, plutôt prôner des mesures de solidarité et de responsabilité individuelle en prenant l'auto-isolement, ce qui est sûrement une bonne chose, et puis des mesures de compensation, notamment financière, aux gens qui choisiraient ou qui pratiqueraient cet auto-isolement, donc qui s'adressent aux personnes qui vont être testées positives ou qui sont testées positives, ou aux personnes contacts de personnes positives. Mais là encore,
ce sont des préconisations qui sont faites par le Conseil scientifique, dont la mise en œuvre réelle, effective, par les pouvoirs publics et sur les terrains, peine à se réaliser, ou prend du temps à se réaliser, mobilise beaucoup de moyens et qu'on n'a pas forcément. Et donc, au bout du compte, cette stratégie, elle n'est pas encore complètement au point et complètement efficace pour faire face aux enjeux de la seconde vague qu'on vit actuellement. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas penser le dépistage sans penser les différents aspects du dépistage, c'est-à-dire l'information des populations, pourquoi se dépister, quels sont les enjeux du dépistage, la façon dont c'est organisé, et puis les conséquences du dépistage, l'avant et l'après le dépistage. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dépisté, qu'on est testé éventuellement positif, quels moyens on a à disposition, éventuellement quelle thérapeutique il y a, ou quelles mesures on doit prendre, etc. Et donc évidemment, c'est tout le système, et c'est la force, enfin l'intérêt en tout cas de ce qui est préconisé, de test, traçabilité, isolement, de proposer en tout cas une prise en charge globale du dépistage, mais encore une fois avec toutes les limites qu'il y a encore aujourd'hui. Que pouvons-nous retenir de cette expérience pour d'autres campagnes de dépistage de pathologies ? Je crois que ce qui se passe en ce moment, avec ce dépistage, même si les gens sont très demandeurs de savoir s'ils sont porteurs ou pas du virus, c'est que ça pose quand même aussi des questions qui se posent dans d'autres dépistages, c'est la question de la stigmatisation. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est détecté ? On voit bien qu'aujourd'hui, ça change beaucoup de choses dans les relations sociales. Le rapport à l'autre est profondément modifié par cette épidémie de Covid. On a peur du virus, mais on a aussi peur de l'autre, peur de sa contagiosité, peur de la possible transmission du virus qu'on peut transmettre nous-mêmes à nos proches ou à des gens qu'on fréquente, mais que les autres peuvent aussi nous transmettre. Et donc le rapport à l'autre devient complexe. Et donc dire qu'on est atteint du Covid, qu'on est positif, etc., forcément engendre des conséquences dans notre vie sociale et notre vie relationnelle, alors qui ne sont pas forcément tout à fait du même ordre que quand il s'agit du VIH ou d'autres maladies contagieuses, mais quand même qui posent la question des risques de stigmatisation, des risques d'étiquetage des populations qui sont considérées comme porteuses du virus. On l'a vu d'ailleurs dès la première vague de la crise, de l'épidémie, où les soignants qui étaient susceptibles d'être porteurs du virus pouvaient subir justement des attaques ou des violences de la part du public. Eh bien, merci à Guillaume Grandazzi pour ces éclaircissements qui alimentent notre réflexion, et merci à vous d'avoir visionné cette vidéo.